bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission sur NLM TV, donc dans les beaux moments. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une femme exceptionnelle, Madame Ève Ruggieri. Exceptionnel, exceptionnel, cher Exceptionnelle, Marcel. parce que je te connais, C'est Ève. peut-être un peu trop. Non, mais c'est vrai que tu as marqué l'histoire de la télévision. Grâce à tes émissions extraordinaires, tu m'as fait aussi connaître l'opéra, la musique classique, grâce à tes émissions. Et c'est des émissions qui ont duré pendant des années. 28 Donc ans. ça a marqué, voilà, 28 ans. 28 Ça a ans. marqué vraiment l'espace médiatique. Donc est-ce que tu peux un petit peu me parler de ton parcours, ma chère Ève? Écoute, c'est un parcours qui débute à Limoges, où je vais au conservatoire très tôt, j'avais, je sais pas, 6 ans. J'ai de l'asthme. Donc, tu vois, je ne pourrais pas être chanteuse d'opéra. Je devais avoir, oui, 6 ou 7 ans. Donc, j'ai eu mon premier prix à Limoges. Ensuite, mon père a été nommé, ma mère, qui tous deux musiciens, ont été nommés à Nice, à l'orchestre. Et donc, je suis allée au conservatoire de Nice, où j'ai obtenu mon premier prix. Et puis, à 20 ans, je suis montée, comme on dit. Là, remarque, c'est dans le bon sens, vers Paris. Ouais. Donc, conservatoire et puis décision. Je me suis dit, j'aurais jamais la force de continuer à travailler autant. J'ai une main très étroite et je ne pourrais pas être concertiste. Donc j'ai passé un concours pour entrer à la radio. Ouais. Je suis bien la seule d'ailleurs, parce que ça ne se fait plus du tout. Et j'ai eu assez rapidement, après avoir été l'assistante de Jacques Chancel, j'ai eu très rapidement une émission qui s'appelait Les Panthères Roses, avec Liliane Bordoni, qui était une émission très à l'avant-garde pardon, du féminisme, c'est-à-dire qu'on se moquait un peu des garçons. Et puis, ça a tellement bien marché qu'on m'a appelée à la télévision. D'accord. D'abord sur TF1, qui était encore le service public. C'était Liane Victor, qui était une femme extraordinaire, l'épouse de Paul-Émile Victor, et qui dirigeait les après-midi de TF1. Et là, j'avais 4 heures en direct, d'un coup, je n'avais jamais fait de télé. Ah oui, ça. Donc j'avais dit non, elle m'avait dit, ben, on ne dit pas non, on commence, et puis si ça ne marche pas, on s'en va. Donc ça a très bien marché, tellement bien marché qu'ensuite Pierre Desgroupes m'a appelé en me disant, Madame Ruggieri, vous allez faire de la musique pour moi, parce que c'est ce que vous savez faire. Il y avait Jacques Chancel qui faisait le grand échiquier, mais qui ne recevait pas seulement des musiciens ou des chanteurs. Et il m'a dit, je voudrais que vous me fassiez une émission qui ne soit consacrée qu'à la musique classique. Donc ça s'appelait Musique de cœur et ça a duré 28 ans. Et j'ai reçu la terre entière dans cette émission. Tout à fait. Voilà. Et donc, à partir de ça, tu dois avoir sûrement beaucoup d'anecdotes à nous raconter. Oui, et puis j'ai fait plein de choses. C'est-à-dire que assez rapidement, on m'a proposé de créer un festival à Antibes. C'est le maire était Jean Leonetti. Et j'ai fait donc ce festival pendant 20 ans. Parallèlement, je faisais un festival à Chartres qui a duré 20 ans aussi. Et puis Pierre Cardin m'a engagé pour faire le festival à Lacoste, dans ce site qui est en dessous du château du Marquis de Sade, qui est extraordinaire, où ça a duré 21 ans, je crois. Donc tout ça en même temps, plus la radio le matin, plus l'après-midi, la télévision, et puis radio classique, où je suis restée 11 ans ou 12 ans. Et maintenant, je dirige le festival de Saint-Malo, qui est le dernier week-end de novembre, qui est un festival délicieux dans ce grand palace qui est sur la plage pratiquement. On reçoit beaucoup de jeunes, mais aussi des solistes très connus. Et puis j'ai écrit des livres, et puis j'ai présenté pendant 10 ans des galas à Versailles, mais pas seulement, dont le fameux gala Weissmann, où j'avais l'occasion de rencontrer cet être extraordinaire qui était Robert Parianti, qui était vraiment un ami très proche et qui a été formidable dans son action pour aider la culture. Et ça a été un grand, grand plaisir. Donc voilà, et puis je continue à faire, je vais partir pour la Sicile. J'ai un livre en retard, après avoir écrit mes mémoires, qui s'appelle « Au cas où je mourrais », avec un point d'interrogation, parce que je me dis après tout, avec les progrès de la science, peut-être qu'on se retrouvera dans 10 ans pour dire « et alors ?» Pour refaire encore une interview avec toi. Ouais. Et je te le souhaite, et je te souhaite je sais pas si jusqu'à 120 ans, j'espère. Ça dépend comment le monde va évoluer. Exactement. Si ça continue comme ça, je ne suis pas sûre d'avoir envie.
Alors, tu parlais de Robert Parianti, Oui, donc Robert Parianti que j'ai bien connu, je sais. avec qui j'ai C'est travaillé, grâce à lui que je t'ai rencontré. et c'est grâce à lui que nous nous sommes rencontrés, Absolument. et c'est vrai que tu as toujours été présente pour l'association Pasteur Bien Weizmann. sûr, bien Robert sûr. Parianti était président du Pasteur Weizmann, pas président, délégué général, c'est Oui, Simone oui, Veil qui était présidente voilà. à Que j'ai l'époque, bien connu. voilà, Et que tu as alors, bien petite connu. anecdote amusante, un jour elle m'a appelée en disant, voilà Ève, je vais rentrer au musée Grévin. Donc, je souhaiterais que vous me présentiez au musée Grévin. Donc, je crois que c'est le pire trac que j'ai eu de ma vie, Ah ouais, parce que je suis assez traqueuse. Mais là, devant elle, qui pour moi était un monument, c'était une des plus belles vies qui soit de c'est courage, vrai. d'engagement, de loyauté. On a tous en image lorsqu'elle est à l'Assemblée nationale et qu'elle se fait siffler quand même pour faire passer sa loi, Ouais. et son courage. Et j'avais fait la connaissance de son mari qu'elle m'avait présenté. Et le dernier rendez-vous que j'ai eu avec lui, presque à peine un mois avant qu'il disparaisse bien trop tôt, il m'avait proposé de faire ensemble un film sur la vie de Beethoven. Et ça D'accord. m'intéressait beaucoup, et puis il est parti. Et donc, je me suis retrouvée au musée Grévin, sur la scène, avec en face de moi toute la famille de Simone, De Simone Veil. de Simone Veil, à devoir raconter sa vie. Et j'avais écrit tout un papier, et quand je suis arrivée devant le micro sur l'estrade, j'ai vu mon papier qui était resté sur mon fauteuil. Ah oui, d'accord. Et je me suis dit, je vais mourir. Et l'urgence, chez moi, a des qualités, c'est qu'elles me forcent à partir au combat, si j'ose dire. Et à la fin, elle m'a dit qu'elle était très heureuse de m'avoir écoutée, et toute la famille, que j'aime beaucoup. Ses fils, tout ça, c'était une belle, belle matinée. Eh ben, Vraiment. écoute, je te rejoins dans ce que tu dis. C'est vrai que ayant connu Simone Veil, c'est une femme qui m'a apporté aussi à moi énormément. J'ai beaucoup travaillé avec Simone Veil. Et je rends hommage aussi, c'est un hommage que je veux rendre aussi à Simone Veil, qui nous a quittés en 2017 Oui. déjà, et un hommage à Robert Parianti, qui était notre ami à tous les Oui, deux. et puis qui était quelqu'un de solaire. Voilà. Je veux dire, on ne pouvait pas lui refuser quand il demandait quelque Je chose. voyais que... Pour le musée de Voilà. Tel Aviv, ben voilà, on le faisait parce qu'on ne voulait pas lui faire de peine, et puis on se disait c'est une bonne cause. Et c'est une Je bonne me cause. rappelle d'une soirée où il y avait tous les chercheurs qui venaient de Tel Aviv, qui étaient arrivés cette soirée, qui était assez habillés, on va dire. Ils étaient arrivés, ils étaient tellement jeunes, ils avaient tellement trouvé déjà des choses fascinantes pour la médecine, ils étaient en jean, et c'était tellement sympathique. C'était une belle soirée, vraiment. Alors, tu as participé à ces superbes soirées à Versailles, la Sorbonne aussi, je pense. Oui, oui. Je pense que tu as fait énormément de soirées, tu as été présente dans toutes ces soirées. Oui. Et j'aurais aimé que tu me dises deux mots sur ton mari aussi. Alors Rachid, bah, ici, Voilà. c'est là où nous vivons, est sculpteur. Et il est né à On a des Paris. sculptures magnifiques ici d'ailleurs. Il est né à Paris d'une famille berbère. Et je l'ai rencontré par le plus grand des hasards, parce qu'on s'est retrouvés dans un avion. J'avais fait un reportage sur lui. Pour un moment, on faisait musique au cœur des toiles. C'était sur les peintres, les sculpteurs. J'avais César qui était venu, et puis beaucoup d'autres. Et on s'est retrouvés dans le même avion. Et il m'a dit, vous allez à Marseille? Je dis, oui, je vais présenter une soirée qui était donnée pour une dame qui était restée toute sa vie pratiquement dans comment on peut dire ça, une maison d'éducation qui était catholique, religieuse, et qui prenait sa retraite. J'y étais allée, tout ça, comme les gars-là, c'était bénévolement, bien évidemment, parce que c'était le bonheur de sa vie qu'on fasse ce concert. Et il y avait l'évêque qui était venu, qui était au premier rang. J'avais gardé une place pour Rachid au second rang. Et au moment où on voit arriver une jeune fille un peu affolée qui dit « Madame Ruggieri, Monseigneur l'évêque est arrivé, il faudrait tout de suite commencer. » Je dis à Rachid de regagner vite votre place, que j'avais invité, il n'avait rien à faire, il était venu. Il se lève d'un coup, il y avait une poutre au-dessus de lui, et il tombe par terre, raide, avec un filet de sang qui coulait. Oh là là. Je me suis dit, il ne va pas mourir.
Donc, on lui a passé depuis, je suis partie présenter, il fallait bien. Et ça a commencé comme ça. Après, on s'est retrouvés pour dîner. Je dînais avec un ami, avocat qui est à Aix-en-Provence. Et on dînait, il était venu au concert, on dînait ensemble, tous les trois. Et puis voilà, il n'a jamais quitté ma vie. Ça fait 33 ou 4 ans maintenant. Magnifique. Et il a des œuvres dans le monde entier. Et à Paris, il faut y aller parce que c'est très beau. En face de l'esplanade, c'est la passerelle Simone de Beauvoir qui part du musée de l'Institut de François Mitterrand et qui traverse la Seine. Et en face, il y a ce grand parc. Et là, il y a 21 sculptures de 3 mètres de haut en bronze, peintes, qui représentent les enfants du monde, qu'il avait fait, ça a été acheté par la ville de Paris, et qu'il avait fait pour l'entrée dans le 21e siècle. Donc il y a 21 enfants qui viennent de 21 pays différents. Super. Rachid a toujours, et là il est en train de monter un musée à Aubervilliers, et il y aura des œuvres qui représentent tout son travail depuis des années. Et là, je vous le disais, des œuvres partout. Et c'est quelqu'un qui est merveilleux. Eh ben, écoute, je suis vraiment très touché d'entendre toute cette histoire. Et qui aimait beaucoup Robert. Et il aimait beaucoup Robert. Beaucoup ensemble. Exactement. Ouais. Il faut que les cultures se rencontrent, parce que les gens comprendront peut-être un peu mieux qu'il vaut mieux être ensemble que chacun de son côté. Exactement. Et le mariage l'équipe de France, le PSG vient de nous prouver qu'ils étaient capables d'être ensemble, ça permet parfois d'arriver à réaliser ses désirs. C'est un travail d'équipe. Chacun dans son coin, comme c'était un peu auparavant avec des stars qui seraient été en rivalité et tout ça n'est pas sympathique. Il faut être ensemble. Tout à fait. Voilà. Tu as encore une dernière petite anecdote concernant Pavarotti ou concernant un grand de la musique Pavarotti, c'est amusant parce que je l'ai invité pour faire une émission. Enfin, j'en rêvais, je n'arrivais pas à le joindre. Donc, je téléphonais chez lui, on me disait « Ah ben non, malheureusement, il vient de partir pour le Japon ». Je calculais le décalage horaire, j'appelais le Japon. Au Japon, on me disait « Eh non, il n'est pas là ». Je crois qu'il est à New York en ce moment. Je recalculais, j'appelais, ça avait duré pendant 1 an. Et un jour, j'étais en train d'essayer de l'appeler pour la énième fois. J'habitais avenue Mozart à l'époque. Et en levant les yeux, je le vois en face sur le trottoir. Et là, je me suis dit, Ève, il faut que tu te reposes un peu parce que là, ça ne va plus. Maintenant, tu le vois apparaître, des apparitions, il faut quand même. Et puis, je le vois qui continue à avancer avec son agent que je connaissais très bien. Donc, je lâche tout. Je descends l'escalier en courant, je traverse la rue au milieu des klaxons, des coups de frein, j'ai failli me faire renverser. Et j'arrive devant lui, je dis, Monsieur Pavarotti, il faut que vous fassiez une émission avec moi. Et ça a commencé comme ça. Et après, on ne s'est pratiquement plus quitté. Quand il venait à Paris, il venait à la maison. Et un jour, je l'ai interviewé, puis j'avais un perroquet. À l'époque, il s'appelait Gros Bec, que j'aimais beaucoup. Il avait 25 ans, on était toujours ensemble. Et il n'arrêtait pas il ne parlait pas, mais il chantait. Et on avait mis un drap sur sa cage. À la fin de l'interview, on retire le drap. Et alors là, il se déchaîne. Et Pavarotti me dit, c'est pas très juste. Et il se dirige vers la cage et il commence à donner une leçon de chant à Pavarotti. Oh, et à chaque fois, il lui faisait monte un peu, il chantait un peu bas, il lui faisait monte un peu. Et les techniciens étaient tellement amusés qu'ils ont tourné. Et je veux dire que je me suis parfois donné beaucoup de mal pour mes émissions, mais n'ont jamais eu le retentissement de la leçon de musique à Gros Bec qui a fait le tour des télés du monde. Et alors, je ne devrais pas le dire parce que ça ne doit pas être permis, mais quand il est mort, je suis allée l'enterrer de nuit dans le parc qui est en haut de la Muette, sur la place de la Muette. Et là, il y a la statue de La Fontaine, qui est mon idole, La Fontaine. J'ai quelques idoles comme ça. Et donc, je me suis dit, il sera bien, parce que la Fontaine, les animaux, c'est exactement ça. Il ne peut pas être mieux. Donc, je l'avais mis dans une très jolie petite boîte, enroulée dans du papier de soie, avec un joli nœud au-dessus. On a fait un petit trou, enfin un petit trou assez profond quand même. On l'a enterré là, on a refermé, on a fait une petite prière avec Rachid, et on est rentré la conscience tranquille. C'est une magnifique anecdote, formidable. Et vous pouvez retrouver sur YouTube
cette fameuse anecdote. Hein. Oui, parce que je vous l'ai dit, elle a fait le tour du monde, ce petit morceau de, ça faisait que quoi, 2 minutes, même pas. Ça a vraiment fait le tour du monde. Toutes les télés ont fait Pavarotti donnant une leçon. Alors ils disent pas forcément à Ruggieri, mais à un perroquet qui s'appelait Grosbec. Voilà, Grosbec. Et peut-être au paradis des animaux, en tout cas il le mérite. Pavarotti, un monstre sacré, un Oui, monument. oui. Pour moi, la plus belle voix de ténor Tout à fait. au monde, comme à mon avis, côté femme, Jessie Norman a été une des plus belles voix que j'ai jamais entendues. Magnifique, vraiment magnifique. Grande amie aussi, Jessie. Et qui avait fait d'ailleurs, Oui. qui avait chanté la Marseillaise. Oui. Je crois que c'était pour, Ben, c'était pour le bicentenaire pour le de la bicentenaire, Révolution exactement. française, Je me drapé souviens. dans le drapeau français. Exactement. Mais moi, je suis très... comment est-ce que je pourrais dire? Je suis pour les événements populaires qui donnent de l'espoir aux gens. Parce que la plupart du temps, je lis la presse tous les matins, parce que j'aime bien, ça m'intéresse. Et je vois beaucoup de mauvaises nouvelles dont on pourrait se passer. Et puis, quand il y a quelque chose qui marche bien, il y a une catégorie de journalistes qui cherchent ce qui pourrait diminuer un peu la joie qu'on peut ressentir. Donc, on a parlé là de cette réussite qui a été la fête du PSG. Alors, le premier jour, c'était très bien. Les journaux, c'était le PSG, le PSG, le PSG, très bien. Le deuxième jour, c'était, il y a eu 600, etc. Je sais bien, mais combien de fois, au lieu de faire ça, il faudrait plutôt faire je ne sais pas, dire comment, voilà, aujourd'hui, on a décidé de revoir la sécurité, ça sera mieux dorénavant, quelque chose où on peut dire que ça ne s'est pas si bien passé que ça côté public, malheureusement. Mais j'ai même vu les supporters du PSG, ce n'est pas eux qui ont fait la pagaille du tout. Ils étaient formidables. Dans le stade, il ne s'est rien passé, à part cette trombe de joie. Et ces enfants sur le stade qui s'embrassaient et qui étaient magnifiques. Oui. C'était une belle fête, réussie. Exactement. Avec les petits-enfants qui rentrent devant, là, moi j'ai les larmes aux yeux à chaque fois. Je suis d'accord avec toi. Midinette, que je revendique, parce que quand on arrive à un âge certain qui est le mien, la joie de vivre, c'est un héritage qui est important. Exactement. Parce qu'on espère. Moi, je me dis que ça sera encore bien mieux. Je ne vois que des gens qui me disent je plains mes petits-enfants qui vont vivre, etc. Moi, je dis j'espère qu'ils vont continuer à s'intéresser aux recherches. La médecine a fait de tels progrès, les explorations dans l'espace et tout ça. J'espère que tout ça va continuer et puis qu'on va avoir peut-être enfin des gens qui sauront gérer un budget. Pour que les gens... Vous savez, les Romains disaient du pain et des jeux. Les jeux, on les a. Les jeux, on les a dans ces grandes fêtes. Est-ce que tu peux maintenant nous dire un petit peu quels sont tes projets? Alors, ça serait trop long, mais je dois partir pour la Sicile, présenter un opéra et donner un concert dans un palais privé qui n'a jamais été ouvert au public et qui le sera à ce moment-là. J'ai le festival de Saint-Malo à préparer, qui est le dernier week-end de novembre. Et là, ce samedi qui vient, je suis à la mairie du 8e, où on m'a demandé de faire un beau concert pour la Nuit Blanche. Et j'ai fait venir un jeune contre-ténor brésilien, qui est formidable avec ses musiciens. Je raconterai un petit peu l'histoire du chant baroque avec les castrats, qui en furent les vedettes. C'est donc à la mairie du 8e, c'est à 21h, c'est gratuit. Et donc je serai ravie de rencontrer... on viendra te voir avec un grand plaisir. On viendra voir ce concert. Oui, c'est un beau concert et ça sera très bien. Ma chère Ève, j'étais ravi de te revoir. Ben, moi aussi. Et de passer un petit moment avec toi. Et quand je disais au départ que tu es une femme exceptionnelle, non, mais c'est vrai parce que tu as tellement fait de choses. Je connais plein de femmes exceptionnelles et exceptionnellement plus que moi. Je veux dire, pour ma part, c'est un grand bonheur d'avoir pu passer un moment avec toi. Disons que j'étais une bonne amie, voilà. Et une bonne amie aussi. Et j'espère que... Je dis à mes amis, je dis comme vous avez la chance de m'avoir comme copine. Et je te souhaite vraiment encore beaucoup de grands projets, beaucoup de bonnes choses. Et j'espère à très vite. À très vite, et puis bravo pour l'équipe de télévision. Alors c'est quoi? LMN.
et je souhaite une belle carrière à NLM TV. Eh bien, mes amis, après cette interview extraordinaire que j'ai eue avec Ève Ruggieri, j'aimerais vous faire découvrir une vraie voix, une voix d'opéra magnifique, une jeune chanteuse, Eugénie. Donc, j'espère que vous apprécierez et vous pourrez me donner vos impressions et votre avis. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette voix magnifique. Merci de me donner vos impressions. Je vous souhaite de bonnes vacances. De toute façon, on se reverra pour une prochaine émission. À très bientôt.